Dans l'actualité de ce vendredi 2 mars 2018, attaque meurtrière à Ouagadougou. Autour de 10 h ce matin, des hommes armés, des terroristes, selon le ministre de la Défense, ont attaqué l'état-major général des armées et l'ambassade de France. On dénombre plusieurs morts. Les chiffres font état de 8 assaillants tués et 8 morts, également au sein des forces de défense et de sécurité, selon le ministre de la Communication. Voilà pour le sommaire de ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Vous l'aurez remarqué, un seul titre dans ce journal, Vendredi noir pour le Burkina Faso, pris pour cible une nouvelle fois par des assaillants. Le ministre de la Défense parle des terroristes. 2 endroits hautement symboliques ont été attaqués. D'abord, l'état-major général des armées et dans la foulée, l'ambassade de France. On parle aussi de l'Institut français. Le bilan est lourd. 8 assaillants ont été tués. Et côté force de défense et de sécurité, on parle également de 8 morts selon les chiffres du gouvernement, pour la plupart à l'état-major des armées, d'où on a entendu au tout début de l'attaque une forte détonation qui a fait trembler les murs des bâtiments dans un rayon important. Il était environ 10 h ce matin. Roméo Koïta. Une fumée noire qui témoigne de la violence de l'explosion qui a retenti à l'état-major général des armées. L'attaque débute aux environs de 10 h. Deux lieux symboliques sont visés, l'état-major général des armées et l'ambassade de France. Très vite, la riposte s'organise. Les premiers blessés sont évacués du champ de bataille, notamment l'état-major général des armées. C'est le flou total pendant un moment, puis on apprend plus tard que 4 assaillants ont été neutralisés vers l'ambassade de France et 2 à l'état-major général des armées. Côté forces de défense et de sécurité, le ministre de la Communication annonce la perte de 7 hommes. L'identité des assaillants n'est pas encore connue, l'attaque aussi n'est pas encore revendiquée. Voilà les chiffres du bilan que vous venez d'entendre, c'était au tout début de l'attaque. Le bilan a été corrigé, je le disais tout à l'heure, on parle selon les chiffres officiels du ministre de la Communication de 8 assaillants tués et de 8 membres des forces de défense et de sécurité également tués au cours de cette attaque. Le gouvernement qui a tenu un point de presse, plusieurs ministres ont parlé de Kossiam tout à l'heure, un point de presse qui vient de prendre fin et nous avons sur place Abdourazak Traoré. Nous allons parler avec lui au téléphone. Abdourazak Traoré, bonsoir. Oui, Hervé Daba, bonsoir et bonsoir aux téléspectateurs de la télévision BF1. Alors, la conférence de presse du gouvernement vient de prendre fin. Quels sont les derniers chiffres officiels du gouvernement en termes de bilan pour cette attaque? Oui, exactement. La conférence de presse vient de terminer. Le gouvernement parle toujours de 8 morts côté assaillants, 8 morts également côté force de l'ordre burkinabé. Il signe, il persiste. Il demande formellement tout chiffre donné, autre que ces derniers. Certains médias internationaux avaient fait état d'une trentaine de morts au sein des forces de défense et de sécurité. Vous dites que ce soir, le gouvernement dément cette information. Le gouvernement dément formellement cette information. Il se limite à 8 morts côté assaillants, 8 morts côté force de l'ordre burkinabé et plus une quarantaine de blessés. Voilà, c'est essentiellement ces chiffres donnés ce soir. Quels sont les ministres qui ont animé la conférence de presse ce soir? Ils sont arrivés à 3, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, le ministre de la Sécurité et le ministre du Commerce. Et sur le présidium, il y avait essentiellement 2 ministres, le ministre porte-parole du gouvernement et le ministre de la Sécurité qui a animé le point de presse. C'est donc le ministre de la Sécurité qui a pris la parole, qui a animé le point de presse et qui a donné les chiffres de 8 morts côté assaillants et 8 morts côté force de défense et de sécurité. Vous confirmez? Exactement, Hervé Dapa. C'est bon, et toujours est-il que c'est un bilan provisoire, ils l'ont relevé eux-mêmes. Par la suite, le bilan pourrait évoluer, mais pour l'heure, le gouvernement signe et persiste 8 morts côté assaillants, 8 morts côté force de l'ordre burkinabé et une 80aine de blessés. Alors, au niveau des blessés, on parle de 80 blessés environ. Est-ce qu'il y a des blessés graves? Oui, on parle d'une dizaine de blessés graves qui sont actuellement en train d'être évacués. Certains sont déjà évacués. Est-ce que leur pronostic vital est en jeu?
Le point de presse ne s'est pas attardé sur ce volet des choses. Voilà, donc ce sont les informations importantes de ce point de presse qui vient tout juste de prendre fin. Je précise que Abdoulazar Traoré est toujours palais de Kossiam. Il s'apprête à rentrer à la rédaction. C'est plutôt le Sénasa, Hervé? Oui. C'est plutôt le Sénasa et non le palais présidentiel. Pour finir, la conférence a été... au Sénasa. Voilà, la conférence a été délocalisée au Sénasa. A été délocalisée exactement au Sénasa. Voilà, dans un premier temps... À Kossiam, c'était plutôt le bilan autour du président du Faso pour lui faire le point. D'accord, voilà, c'est clair. C'est de là que les 3 ministres sont venus au Sénasa. Voilà, c'est clair. Merci Abdoulazar Traoré pour toutes ces informations importantes. Voilà, mesdames et messieurs, nous avons un invité ce soir, monsieur Germain Naman. Vous êtes directeur de publication du journal L'événement. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. C'est vrai que vous n'êtes pas spécialiste des questions sécuritaires, mais autour de la sécurité, il y a aussi un ensemble de choses, un ensemble d'analyses qu'on peut faire. Le Burkina Faso, je le disais tout à l'heure, est en train de vivre un vendredi noir, une énième attaque encore. Ce qui retient l'attention surtout, c'est le symbole au niveau des endroits qui ont été attaqués, l'état-major général des armées et l'ambassade de la France au Burkina Faso. Qu'est-ce que ces deux endroits qui ont été pris pour cible peuvent apporter comme analyse dans un premier temps? Disons que ce qu'il y a de fondamental qu'il faut retenir également aussi par rapport au mode opératoire, c'est le fait que l'attaque ait eu lieu en pleine journée. Tout à fait. En plein jour. Jusque-là, nous avons assisté à des attaques la nuit, mais cette fois, c'est le jour. Alors, les cibles visées, l'ambassade de France et puis l'état-major. Évidemment, c'est des sites stratégiques. Alors, pourquoi l'ambassade de France? Je pense que vous savez très bien que la France, dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, est en pointe parmi les pays européens qui soutiennent les forces africaines, n'est-ce pas, qui luttent, qui sont confrontées au phénomène du terrorisme. Il y a eu des opérations meurtrières au Mali, également aussi dans la bande entre le Mali et le Burkina Faso, qui ont été extrêmement meurtrières pour les terroristes. Je pense que sans doute cela a compté, n'est-ce pas, dans la détermination. Donc pour les terroristes, c'est une manière de répondre à l'engagement de la France. Une manière de répondre, comme vous dites, à l'engagement de la France. Au niveau de l'état-major général des armées, c'est également aussi une manière de croiser le fer avec l'armée burkinabé, qui mène également une offensive extrêmement dure selon les informations au niveau du nord. On ne communique pas beaucoup là-dessus, mais il semble que l'engagement des forces nationales au niveau du nord extrêmement forte. Une forte détermination. Une forte détermination. Et sans doute aussi cela a compté, n'est-ce pas, dans le choix, enfin disons, dans ce qui s'est passé aujourd'hui à Ouagadougou. Alors vous parliez, M. Naman, du mode opératoire. C'est la première fois qu'on le voit au Burkina Faso qu'en pleine journée, des terroristes s'attaquent à l'état-major. On va s'attarder sur l'état-major général des armées. C'est quand même un lieu hautement symbolique. On peut dire que c'est le quartier général, c'est le cœur même du dispositif sécuritaire burkinabé, et que des assaillants arrivent en pleine journée à l'attaquer, ça appelle quand même certaines observations. Alors, ça appelle certaines observations. D'abord, comment est-ce qu'ils ont pu arriver jusque-là? C'est vrai que on n'a pas encore identifié les terroristes. On ne sait pas s'ils viennent de l'étranger. Comment ils sont arrivés jusque-là et surtout comment est-ce qu'ils ont pu entrer dans un lieu qui était presque une forteresse imprenable? Non, disons que ce n'est pas tellement une forteresse comme vous le pensez, parce que c'est un bâtiment administratif, l'état-major. Ce n'est pas un camp militaire en quelque sorte, ce n'est pas un bunker comme on peut le penser. C'est très important, c'est un bâtiment administratif, ce n'est pas un camp militaire forcément. Je pense que la précision est très importante pour nos téléspectateurs. C'est ça. Et donc ça a pu expliquer justement la surprise. Mais cela étant, malgré cela, je pense qu'il y a quand même un dispositif sécuritaire assez conséquent au niveau de l'état-major. Quand vous passez, vous voyez vous-même. Tout à fait. Voilà. Mais ce qui est inquiétant, c'est que
Les terroristes n'ont pas dû frapper comme ça au hasard. Ils ont dû mener une enquête. Sans doute, ils ont rôdé dans les environs pour voir un peu quel est le dispositif avant d'attaquer. C'est-à-dire qu'il y a eu un mode préparatoire d'abord. Tout à fait. C'est là que c'est inquiétant. Est-ce que ce sont des cellules dormantes, n'est-ce pas, terroristes dormantes à Ouagadougou? Est-ce que ce sont des gens qui sont venus d'ailleurs? Comment est-ce qu'ils sont rentrés? Le véhicule, où est-ce qu'ils l'ont récupéré? Où est-ce qu'ils l'ont eu? Et comment est-ce qu'ils sont arrivés? Et surtout, comment ça s'est passé pour que les renseignements ne soient pas informés? Absolument, vous posez le problème du renseignement. Tout à fait. C'est un problème important que vous posez. Cela veut dire encore que notre renseignement n'est pas encore au top, hein, comme l'agence, l'ANR, qui a été mise en place récemment. Je crois qu'elle n'est pas encore à sa vitesse de croisière. C'est un constat qu'on peut faire et qui est très visible par rapport à cela. Apparemment, personne ne s'y attendait, ni à l'état-major, ni à l'ambassade de France. Et il faut le relever, si nos renseignements n'ont pas été assez performants, les renseignements français occidentaux qui disposent de moyens, je veux dire technologiques et financiers, humains même, infiniment au-delà des moyens du Burkina Faso, eux aussi n'ont pas été à la hauteur. Oh, tout à fait. Bon, même à ce niveau, n'ont pas été à mesure de prévoir. Tout à fait. Attendons de voir comment est-ce qu'ils vont communiquer là-dessus. Peut-être qu'il y a des informations dont nous ne disposons pas, mais ce que nous constatons de prime abord, c'est que, évidemment, les dispositions n'ont pas été prises. En tout cas, apparemment, ça a été une surprise. Mais vous savez que la sécurité au niveau de l'ambassade de France, elle est très fermée, elle est très bétonnée, elle est très renforcée. Vous pouvez abattre les piquets qui sont là, ça c'est ce qui a été fait, selon mes informations. Et les 2 gendarmes qui étaient là, ils ont été éliminés. Les gendarmes burkinabés. Les gendarmes burkinabés ont été éliminés, mais maintenant, vous ne pouvez pas rentrer à l'ambassade. Vous ne pouvez pas rentrer à l'ambassade. Nous allons revenir tout à l'heure pour plus de détails. Je le disais, c'est une attaque qui a fait plusieurs blessés donc. Comment les secours ont été organisés, des hôpitaux de campagne ont été installés et au stade municipal et au camp Guillaume pour apporter les premiers soins. Les autorités gouvernementales se sont rendues sur place pour visiter les blessés. Roméo Koïta. Pendant que la situation était déjà sous contrôle des forces de défense et de sécurité vers 14 h, les autorités gouvernementales sont allées s'enquérir de l'état de santé des blessés. 4 hôpitaux de campagne ont été installés pour leur prise en charge. Ici, nous sommes au centre de secours d'urgence installé au niveau du stade municipal. Ce site a accueilli une dizaine de blessés. En fait, ici, ça c'est le centre de secours d'urgence. Donc, ils ont réceptionné une dizaine de blessés ici. Bon, il y a 8 qui sont déjà partis, il y a 2 qui sont ici. Le plus grand nombre de blessés a été accueilli au niveau du camp Guillaume. Merci de nous donner l'occasion de faire un point à chaud, mais il faut dire tout de suite que ce point est provisoire. Sur le site où nous sommes, au camp Guillaume Ouédraogo, nous avons enregistré 64 blessés de gravité diverses et 3 ont été transférés à l'hôpital de Tenganogo. À Yalgado, ils avaient enregistré ce matin 5 blessés. Et au niveau de la caserne de gendarmerie, camp Paspanga, il y avait 6 blessés. 3 viennent d'être transférés à partir d'ici vers le camp Sangoulé-Lamizana au niveau de Gournet. Voilà donc ce qu'on peut dire, mais c'est une situation susceptible d'évoluer parce que peut-être qu'il y a des blessés qui sont dans d'autres formations sanitaires que nous n'avons pas pu recenser. Merci. Aux alentours de 15 h, le bilan provisoire faisait état d'une 60aine de blessés, selon le directeur central du service des armées. La plupart des victimes ont été blessées par balle. Voilà, je rappelle donc que le bilan à cette heure-ci communiqué par le gouvernement fait état de 8 morts côté assaillants et de 8 morts côté forces de défense et de sécurité. On dénombre également environ 80 blessés, dont une dizaine de blessés graves. Voilà les derniers chiffres communiqués par le gouvernement sur cette attaque terroriste qui s'est produite aux environs de 10 h ce matin.
Je reviens avec notre invité. Je rappelle M. Germain Naman, vous êtes directeur de publication du journal L'événement. Alors, on parlait du dispositif sécuritaire et à l'ambassade de France et à l'état-major, on parlait de la différence entre les deux dispositifs sécuritaires. Oui, vous-même, quand vous partez chercher votre visa, vous voyez comment est-ce que ça se passe. Vous rentrez et puis aussitôt, il y a une porte qui se ferme derrière vous. Vous ne pouvez pas forcer cette porte-là. C'est extrêmement difficile. Donc on peut comprendre, il semble que les assaillants, les terroristes ont fait le tour. Ils ont identifié un endroit par lequel ils pouvaient rentrer plus aisément. Alors donc, on peut affirmer que l'ambassade de France est mieux protégée à l'heure actuelle que l'état-major général des armées. La question que le Burkinabé peut se poser, c'est pourquoi? Oui, parce que l'état-major des armées n'a pas de protection électronique, par exemple. Est-ce que vous voyez? Évidemment, c'est un service administratif, l'état-major. C'est là le travail des femmes, des hommes et des femmes qui rentrent, qui font le service et puis qui... Voilà. Donc, ce n'est pas une place... un camp retranché en quelque sorte. Et donc on peut comprendre qu'on puisse tromper la vigilance, n'est-ce pas des... Alors, mais ce que certaines personnes pourraient se dire, c'est que dans une période où les attaques terroristes se multiplient partout dans le monde et notamment au Burkina Faso, pourquoi est-ce que peut-être des mesures sécuritaires supplémentaires n'ont pas été prises pour renforcer la sécurité à l'état-major général des armées où le chef d'état-major général travaille jour et nuit? Oui, mais je crois que c'est une leçon à tirer, n'est-ce pas, de cette triste expérience. À l'exemple, n'est-ce pas, de la gendarmerie nationale, qui me semble davantage mieux protégée, parce que quand vous allez là-bas, vous franchissez, pour franchir la barrière, vous avez à marcher pendant longtemps avant de rentrer dans le camp de la gendarmerie, tandis qu'à l'état-major, le piquet est juste à la porte. Parce que vous voyez, il suffit d'éliminer le piquet et puis on est tout de suite à l'intérieur. Maintenant, bon, comme ce sont des gens... Vous savez, c'est très facile hein, quand on est à la place des terroristes. C'est extrêmement facile parce que vous prenez les autres par surprise. Ils ont l'initiative, c'est eux qui décident. Les autres, ils arrivent, on ne sait pas bon, qui sont ceux qui sont en train d'arriver, etc. Bon, c'est eux qui savent ce qu'ils veulent faire, et ils les prennent de surprise, par surprise. Et donc ça, c'est extrêmement difficile, la parade est extrêmement difficile. Mais on ne peut réagir qu'après coup. Mais avant, on a eu le temps de commettre des dégâts. Donc je peux comprendre que ça se soit passé comme ça. Mais par la suite, il y a eu une réaction. Hein. Oui, tout à fait. Il y a eu une réaction vigoureuse, n'est-ce pas? Alors si on revient à la symbolique, est-ce que quand des terroristes attaquent l'état-major général des armées, symboliquement, qu'est-ce que ça peut renvoyer? Ben, écoute, à mon avis, c'est un signal extrêmement fort qui témoigne, n'est-ce pas, du niveau de l'hostilité que ces gens ont vis-à-vis non seulement de l'armée, mais du Burkina et de son gouvernement, en quelque sorte. Je crois que la symbolique n'a pas été choisie, le symbole n'a pas été choisi par hasard, hein, c'est juste pour montrer leur détermination à en découdre avec le Burkina qui est dans la lutte contre le terrorisme également en pointe. Je rappelais tantôt un peu ce qui s'est passé, ce qui se passe actuellement dans la zone de combat au niveau du Sahel. C'est extrêmement meurtrier, le combat est extrêmement meurtrier pour les terroristes. Et je crois que c'est en réaction à cela, pour montrer leur détermination. C'est également aussi pour montrer qu'ils peuvent frapper Ouagadougou en plein jour et sur des symboles extrêmement forts. Et c'est pour montrer leur détermination. Donc, si on peut dire peut-être qu'ils ont déplacé le théâtre des opérations du nord
à Ouagadougou, parce qu'au nord, c'est une confrontation, hein, c'est frontal entre les terroristes et les forces de défense. Ils ont pratiquement déplacé le théâtre d'opération et, comme vous le dites, montré aux forces de défense et de sécurité qu'ils n'ont pas peur. C'est une attaque frontale, en plein jour. Qu'est-ce qu'aujourd'hui les forces de défense et de sécurité peuvent faire contre ce genre d'attaque? Non, ils n'ont pas déplacé le théâtre des opérations. En fait, les opérations continuent toujours dans la bande en question. Mais également aussi, ils peuvent aller frapper où ils veulent, suivant le message qu'ils veulent transmettre. Voilà. Et quel message ils veulent transmettre, justement? Alors, je crois que on aura l'occasion, lorsque nous connaîtrons, quand on va savoir exactement quelle est l'identité, n'est-ce pas, des assaillants, parce que l'information qui n'a pas été encore donnée, selon nos sources, il semble même qu'il y a parmi ceux qui ont été tués, il y a un militaire burkinabé. Parmi les assaillants qui ont été tués, voilà, il y a un militaire. Selon certaines sources. Selon certaines sources, des sources officielles. Et là, qu'est-ce que ça voudrait dire si cela était confirmé? Si cela a été confirmé, justement, il va falloir revoir nos analyses. Est-ce que ça démontre une collusion entre une certaine frange des Burkinabés avec justement ces terroristes, de l'armée notamment? Est-ce qu'il ne faut pas faire rapport avec la situation dans l'armée qui explique cela, qui fait qu'il y a une sorte de collusion entre les militaires frustrés et puis les terroristes? Ça, c'est une question qu'on se pose. Eh bien, je crois que l'enquête nous permettra d'aller un peu plus loin et de voir quelles sont les connexions entre les terroristes et puis justement l'ancienne, enfin disons une partie du RSP qui est aujourd'hui dissous, et entre quelle est la collusion entre justement les terroristes et puis ceux-là qui sont en jugement aujourd'hui également, les militaires qui sont en jugement, notamment le général Diendéré. C'est une hypothèse, c'est une question qu'on peut se poser, mais seule l'enquête pourra les déterminer. Nous allons revenir tout à l'heure en détail. Pour le moment, nous disions que cette attaque a vraiment amené les Burkinabés à se poser beaucoup de questions. Donc, je le disais, l'attaque a commencé donc vers 10 h, en pleine journée. Donc, au moment où les élèves étaient à l'école, les travailleurs au bureau, les marchés étaient bondés, l'information de l'attaque a fait le tour de la ville en un temps record. Conséquence, une grosse panique s'est emparée de Ouagadougou. Les boutiques et les commerces ont fermé. Les parents pressés d'aller chercher les enfants à l'école. Ouagadougou ressemblait à une ville en état de siège, puis à une ville morte tout simplement. Le constat de Mamounata Kabore, Amélie Komboyugo, Caroline Yoda. Le centre-ville de Ouagadougou en cet après-midi de vendredi meurtrier. Les commerces et les administrations sont fermés, les rues sont désertes, seulement des éléments des forces de défense et de sécurité qui patrouillent. Une ambiance ville morte, mais jusque-là, il y a encore des Ouagalais qui ne savent pas ce qui se passe. Quand ils venaient de sortir, c'est maintenant même mon portefeuille, mais ils étaient là-bas. C'était au moins, c'était commencé vers les 11 h comme ça. Et puis ça commence à dégamer. Il y a quelqu'un qui m'a appelé et dit aujourd'hui là, marcher là c'est pas bon. Donc maintenant, moi je suis quitté à la maison comme ça pour aller rechercher à la recette de mon bédou là. Ils ont commencé à tirer encore. Tu vois pas, tout ça c'était juste tombé ici. Bon, c'est simplement tout ce que j'ai dit pour vous dire, c'est ça. C'est autour de 10 h que nous avons entendu du bruit, nous avons vu de la fumée et avons appris qu'il y avait des tirs à l'état-major, il y avait de la débandade. On ignorait ce que c'était au juste. On nous a demandé de fermer nos commerces et de rentrer. Nous sommes aux abords du grand marché. C'est vers 10 h que nous avons entendu les coups de feu. Les gens ont fui sans fermer leurs magasins. Il y avait plusieurs versions. Certains parlaient de terroristes et d'autres des généraux qui avaient une réunion à l'intérieur de l'état-major et ça a dégénéré. Nous ignorons ce qui se passe au juste.
D'autres, par contre, ont été témoins de l'événement. Ils reviennent sur ce qui s'est passé. C'est autour de 10 heures que nous avons entendu les détonations. On a fermé nos commerces et nous sommes allés pour voir. Il y avait des dégâts. Nous avons filmé avec nos téléphones. J'ai vu les FDS faire sortir les blessés pour les évacuer dans les centres sanitaires. Il était parti, mais il est revenu autour des zones d'attaque, là où se trouve son commerce, pressé de reprendre ses activités, car pour ces commerçants, pas question de permettre aux forces du mal d'atteindre l'un de leurs objectifs, tuer l'économie burkinabé. Voilà, nous revenons encore une fois avec notre invité, Germaine Naman, directeur de publication du journal L'événement. Je vous ai interrompu quand vous parliez d'un possible lien entre le procès de 83 autres et Djibril Bassolé et Gilbert Diendéré qui est en train de se dérouler à présent, qui a été suspendu depuis le 27 février, et l'attaque terroriste. Est-ce que c'est une question qu'on peut évoquer de manière très objective? Vous savez, au tout début de l'attaque, la rumeur qui courait, c'est que c'était les partisans de Diendéré qui attaquaient. Hein. Vous avez sans doute entendu cette rumeur. Une anecdote à ce propos d'ailleurs, il y a une dame, une commerçante qui est juste proche de chez nous, là, qui a ramassé ses affaires, qui s'est enfuie, et puis qui, en expliquant qu'on lui a dit que c'est Diendéré qui s'est échappé. Donc elle s'enfuit, voilà. Donc au tout début, effectivement, les gens ont fait tout de suite le lien entre le procès et puis l'attaque. Voilà, mais ça, cela reste encore très loin. Non, mais ça, évidemment, ça ne prouve rien du tout. Mais c'est ce que les gens ont pensé. Alors, donc, je dis, l'enquête, effectivement, si la présence de militaires est confirmée, comme ça semble être le cas, alors il y a effectivement des questions à se poser. Qu'est-ce qui justifie la présence des militaires burkinabés parmi les assaillants? Si c'était prouvé, c'est pas encore prouvé, c'est toujours conditionnel. Oui, c'est toujours conditionnel, bien que ça soit de sources. Je ne sais pas si ça a été annoncé à la conférence. Non, je ne pense pas, on n'en a pas parlé à la conférence, donc ça n'a pas encore été annoncé officiellement. Ça n'a pas été annoncé officiellement. Ça sera fixé d'ici quelques jours. Voilà, mais c'est une information qui est de source assez sûre. Alors, si on revient au mode opératoire, on a entendu une grosse détonation des travailleurs qui étaient dans les bureaux, dans un rayon très important quand même de l'état-major. On dit que les murs de les bureaux ont pratiquement tremblé. Donc visiblement, certaines personnes parlent de lance-roquettes, d'armes lourdes. Est-ce que ce serait possible? Comment est-ce que des terroristes auraient pu transporter des armes aussi lourdes au sein de la ville de Ouagadougou jusqu'à l'état-major? Ça donne froid dans le dos quand même si c'était prouvé. Écoutez, en plein jour, on peut tout transporter. Hein. Vous mettez n'importe quelle arme cachée dans votre pick-up, vous circulez. Avec la circulation à Ouagadougou, vous voyez les embouteillages et tout, personne ne s'occupe de l'autre. Hein. Je crois que ça a dû se passer. Ça a dû se passer comme ça. Mais la question qu'on se pose, c'est celle qu'on s'est déjà posée. C'est-à-dire, comment est-ce que ces gars ont pu monter leur coup, préparer le coup sans que ça ne réveille l'attention de qui que ce soit, notamment de nos services de sécurité. Si ce sont les cellules dormantes, ces cellules-là, comment elles ont pu travailler à l'insu de nos services de sécurité. Si ce sont des terroristes qui sont venus de l'extérieur, qui ont traversé la frontière, arrivés jusqu'à Ouagadougou, je suppose avec leurs armes, alors qu'on n'ait pas pu mettre la main sur eux, ça pose extrêmement de problèmes de sécurité. Et ça fait peur. Les Burkinabés ont peur parce que justement, ils ne sont pas en sécurité. Alors quand on a vu les photos des assaillants qui ont été tués parmi eux, il y a des hommes vraiment encore très jeunes. Mais oui, ils sont très jeunes. C'est la preuve d'ailleurs que ça n'a rien à voir avec le djihad. Aujourd'hui, ce qui se passe, ça n'a rien à voir avec le bon Dieu.
C'est une opération, ce sont moi je les appelle des bandits tout simplement, des terroristes. Des gens qui sèment la terreur. Voilà, qui ont leur vision du monde, c'est vrai, et qui sont en fait des marchands voilà, de drogue et tout ce que vous voulez, et qui veulent prospérer par ce biais. Et justement, ils prospèrent sur la pauvreté. Ces jeunes-là, il suffit de leur donner un peu d'argent et puis de les conditionner par la propagande, etc. Et puis vous les embobinez et vous les envoyez à la mort. Ça a dû être un truc comme ça qui s'est passé. Au début, les terroristes auxquels nous étions habitués, ce sont des barbus. Les barbus, là on dit des djihadistes, bon, quand vous voyez le barbu, bon, on peut croire à ça. Mais aujourd'hui, vous voyez des gamins comme ça ce n'est pas le djihad. Pas du tout. Et donc, voilà, et je crois que les gens, il faut que de plus en plus les gens se convainquent de cela. Et c'est un travail à faire, un travail de sensibilisation à faire dans les mosquées, dans les églises, au sein de la jeunesse et tout ça, pour faire comprendre qu'en réalité, le combat que mènent ces terroristes-là, ça n'a rien à voir avec une religion quelconque. Religieuse. Ouais. Alors, si on revient à l'attaque, selon certaines informations, le chef d'état-major général des armées lui-même était à l'intérieur de l'état-major au moment de l'attaque et qu'il aurait été exfiltré au même titre que certains civils. Est-ce que si l'information était confirmée, est-ce que cela ne donne pas une image quelque peu cornée du information pour information, moi j'ai appris qu'au moment où s'est déroulée l'attaque, il y avait une réunion des hauts gradés à l'état-major. C'est ce que j'ai appris. Une réunion des hauts gradés. Oui, alors c'est des informations toujours. Je précise que ce sont des informations voilà, qui n'ont pas encore été prouvées officiellement, mais ce sont des informations de sources bien introduites. Voilà. Alors, donc, si tel est le cas, mais qui a renseigné? Et puis, si l'attaque a été programmée à cette heure-là, alors la question qui se pose, mais qui a renseigné ces terroristes-là? Ça veut dire que ces terroristes étaient très bien informés. Ouais, c'est ce que ça veut dire. Mais bon, ne spéculons pas là-dessus parce que l'information ne nous a pas été donnée par les canaux officiels. Mais comme vous avez sorti une information, moi aussi je sors l'information dont je dispose. Et évidemment, si tel est le cas, c'est extrêmement dangereux. Ça pose de graves problèmes de sécurité. De sérieuses questions. Oh, ouais. Alors, on va revenir à un autre aspect de cette attaque. C'est un aspect important. On a vu que c'est la première fois que l'attaque terroriste se fait en pleine journée. La population était complètement prise de panique. Moi, j'étais dehors pendant l'attaque. C'était complètement la panique. Les gens roulaient en désordre, en sens interdit. Il y a eu des blessés. Et le constat qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas vu un membre du gouvernement, ni sur une chaîne de télévision, ni sur une chaîne de radio, venir rassurer les populations, appeler les populations au calme. Est-ce que cet aspect-là de la communication des crises, comme on le dit, elle n'a pas été quelque peu moyenne, disons-le comme ça? Mais vous savez, c'est extrêmement délicat. Hein, et si vous manipulez mal la communication, elle risque de se retourner contre vous. Si vous n'avez pas d'informations, vous allez faire quoi sur les plateaux de télévision? Si vous n'avez pas d'informations à donner, ça ne sert à rien d'aller divertir les gens, parce que les gens veulent des informations précises. Moi, je veux croire que le gouvernement, à l'époque, à ce moment précis, ne pouvait pas donner une information, la situation était confuse. Moi-même, j'ai essayé, j'ai tenté. Ne serait-ce que peut-être d'appeler les populations au calme et d'essayer de les rassurer, parce que tout le monde était paniqué, les informations, on les prenait sur Facebook où il y a beaucoup d'intoxication. Oui. Voilà. Et donc, c'est que les populations se disent, on aurait pu peut-être avoir une image du gouvernement, une image rassurante pour dire, rassurez-vous, on vous appelle au calme, sans forcément donner des informations précises, mais appeler les populations au calme et essayer de les rassurer. Oui, ça peut se faire, mais la portée est très limitée, parce qu'en situation de panique, ce n'est pas ce type d'information dont on a besoin. Du reste, la police l'a fait. La police a fait sortir une note alerte et informer, demander à la population effectivement de garder son calme en donnant des mesures de sécurité à suivre. La police l'a fait. Bon, évidemment, qui plus que les policiers détiennent la réalité opérationnelle.
Voilà. Donc, le gouvernement ne l'a pas fait. Ils auraient pu le faire, mais moi, je ne suis pas sûr que ça puisse avoir un effet pertinent, un effet décisif sur la population. Alors, vous êtes journaliste. Parlant de communication, il y a certains confrères qui ne sont vraiment pas très contents du ministre de la Communication parce qu'ils estiment que sa première intervention pratiquement a été faite sur une chaîne étrangère, c'est-à-dire sur France 24, alors qu'il y a des chaînes de télévision, des chaînes de radio locales qui n'avaient pas eu cette prime-là. Quelle analyse vous faites de cette situation? L'analyse que je fais, c'est une critique que je fais à nos propres chaînes. Parce qu'on sait comment ça fonctionne. Mais si vous, Rémi Dandinou, que nous connaissons tous, qui est un confrère, si vous l'appelez, moi je l'ai appelé plusieurs fois dans la journée, il m'a répondu. Si vous l'appelez, vous lui demandez l'information, il va vous répondre. Mais si vous n'allez pas vers lui, vous voulez qu'il fasse quoi? Vous savez très bien comment nos confrères à l'international travaillent. Ils sont très efficaces, n'est-ce pas, dans la recherche de l'information. Moi-même, j'ai été appelé de Paris plusieurs fois pour avoir des informations. Évidemment, quand on vous demande l'information et que vous êtes du métier, vous ne pouvez pas la refuser. Lui, le ministre de la Communication, un journal français, un média français l'appelle, mais vous voulez qu'il ne réponde pas à ce média? Je pense que ce n'est pas une critique qui lui est opposable. Donc vous ramenez carrément la balle dans le camp des journalistes de la presse burkinabé qui n'a peut-être pas fait l'essentiel et tout ce qu'il fallait pour approcher les autorités et avoir la primeur de l'information. Ben moi, je l'ai appelé, j'ai eu les informations dont j'avais besoin. J'avais besoin de lui, je l'ai appelé, j'ai eu l'information. J'ai appelé le ministre des Affaires étrangères, j'ai eu les informations. Ben évidemment, si les confrères veulent des informations, qu'ils aillent là où l'information se trouve, ils l'auront. Voilà. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que certainement, et c'est vrai que dans ce genre de situation, il ne faut pas tout de suite pointer du doigt Paul ou Jean. Il faut aller surtout en rang serré, c'est-à-dire que la population déterminée et mobilisée derrière les forces de défense et de sécurité, derrière le gouvernement, derrière le chef de l'État, pour aller en rang serré. Et c'est comme ça que dans tous les pays, dans toutes les grandes démocraties, on fait lorsque le pays est attaqué, et je pense que c'est l'état d'esprit de tous les Burkinabés. Cela n'empêche pas quelques analyses que nous venons de faire tout à l'heure, voilà, bien sûr, mais il faut aller en serrer. Et parlant de cela, on ne peut pas tout de suite jeter la pierre totalement aux forces de défense et de sécurité qui ont des moyens vraiment limités quand on sait que dans les pays développés comme la France, il y a eu plusieurs séries d'attaques de la même année. Le Stade de France a été attaqué au moment où le président François Hollande était au stade. Tout à fait. Pour un pays qui a des grands moyens de renseignement, de défense. Et je pense que quand on met ces deux aspects-là dans la balance, il faut peut-être avoir la critique moins sévère. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de la situation? Ben, vous avez vu juste, je pense exactement la même chose. Surtout en matière de terrorisme, vous avez bien montré que même les pays développés sont très vulnérables par rapport aux frappes terroristes. On a frappé le Stade de France pendant que Hollande y était. Évidemment, si ça se passait au Burkina, vous allez voir les critiques et les fusées par rapport justement à nos services et tout. Je crois qu'il faut parfois que nous soyons un peu modestes. Nous, à leur place, qu'est-ce que nous ferions? Qu'est-ce que nous ferions? Je crois qu'il faut se poser cette question. Parce qu'eux qui sont là-bas, ils ne sont pas différents de nous. Ils sont au front, ils croisent le feu, le fer. Absolument. Ils ne sont pas différents de nous. Ce sont des êtres humains avec leurs moyens, leurs forces et leurs faiblesses. Je crois qu'il faut raisonner comme ça. Et il faut leur apporter tout le soutien dont ils ont besoin. Il faut qu'ils sentent que tout le peuple burkinabé est mobilisé derrière eux. Et je pense que c'est ce qu'on doit retenir. Voilà. Et c'est peut-être que l'attitude à adopter dans ce genre de circonstances. S'il faut faire des critiques, il faut les critiquer par rapport à... s'ils ont vraiment fait des choses qui sont critiquables, il faut les critiquer pour cela, parce que c'est ça aussi qui participe de l'amélioration du travail. Voilà, nous allons poursuivre. Les réactions continuent. On commence à tomber au niveau de la sphère politique. Depuis Bobo Dioulasso, il participe aux journées parlementaires du groupe CDP. Le président de l'Est-Parti au pouvoir, Eddy Komboyogo, a réagi sur l'attaque de ce vendredi. Je vous propose de l'écouter maintenant. En pleine cérémonie, les travaux du groupe parlementaire à Bobo ici, nous avons appris
cette attaque lâche et barbare de jadis une fois de plus contre notre peuple. Nous avons appris par la suite que l'état-major et l'ambassade de France ont été attaqués et il y a eu de multiples victimes. Nous voudrons, au nom du CDP, présenter nos condoléances aux familles éplorées. Nous voudrions ensemble montrer toute la solidarité du parti CDP et l'ensemble de ses militants. Nous voudrons également interpeller tout un chacun de rester solidaire. C'est avec le pardon, la réconciliation, l'unité au Burkina Faso que nous arriverons à vaincre ce mal qui n'a que trop duré. C'est vrai que lorsque nous avons appris la mauvaise nouvelle, nous avons dans un premier temps suspendu les travaux et à l'unanimité, après concertation, nous avons décidé d'annuler les travaux en solidarité avec le peuple burkinabé, éploré actuellement. Nous félicitons les forces de défense et de sécurité qui ont réagi promptement pour limiter les dégâts. Et nous les encourageons et nous restons solidaires avec eux pour les travaux et ce qu'ils entreprennent chaque jour pour que les Burkinabés puissent vaquer à leurs occupations et vivre en paix dans ce pays. Merci. Voilà, vous venez d'entendre Eddy Komboigo, le président du CDP qui réagissait depuis Bobo Dioulasso où le groupe parlementaire CDP est en train de tenir ses journées parlementaires. Je reviens à notre invité. Avant de finir, peut-être un tout dernier aspect. On se rend compte aujourd'hui que la lutte contre le terrorisme, ce n'est pas un problème de personne. Quand Simon Compaoré était ministre de l'Intérieur, ministre de l'administration territoriale, on a plusieurs fois pointé du doigt son incompétence quand il y avait des attentats terroristes. Aujourd'hui, il n'est plus là. C'est un autre ministre de la Sécurité qui est là. Et les choses se répètent encore. Peut-être c'est le moment de préciser que ce n'est pas un problème d'homme. Ben, ce n'est pas un problème d'homme. C'est peut-être aussi, sans doute, un problème de communication. Voilà, sinon ce n'est pas un problème d'homme. Les mêmes problèmes se posent ailleurs, hein. Que ce soit en Allemagne, que ce soit en France, partout la question du terrorisme est posée. Et les mêmes hommes se trouvent sous la critique, n'est-ce pas, de l'opinion publique. Tout à fait. Ce que j'aimerais dire pour conclure, voilà, nous sommes à la fin. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Voilà, c'est un peu ce désordre, cette cacophonie qu'on constate, n'est-ce pas, dans les chiffres. Tantôt, des milieux sécuritaires, je ne sais pas, français ou française notamment. Voilà, qui annonce un bilan de 30 morts. Je ne sais pas d'où viennent ces chiffres. Est-ce qu'il n'y a pas de coordination avec les autorités burkinabées? Je crois qu'il faut que nos autorités voient un peu ça dans des situations de ce genre pour coordonner un peu, au moins mettre les gens au même niveau d'information afin que des chiffres aussi alarmants ne soient pas donnés parce que c'est de nature à créer davantage la psychose au niveau des populations. Je crois que c'est un aspect qu'il faut bien regarder pour éviter qu'à l'avenir on ne revienne sur des choses comme ça. Voilà, merci bien Monsieur Germain Naman. Je précise que vous êtes le directeur de publication du journal L'Événement. Vous étiez là sur notre plateau pour faire une analyse de l'attaque terroriste dont a été victime le Burkina Faso. Depuis ce matin à 10 h, l'état-major général des armées a été attaqué, l'ambassade de la France a également été attaquée. Je rappelle le bilan, 8 morts côté forces de défense et de sécurité, 8 assaillants également neutralisés, environ 80 blessés. Voilà ce qu'on peut retenir ce soir. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et que Dieu bénisse le Burkina Faso.